Bonsoir et bienvenue à cette dernière carte blanche de l'Union rationaliste pour la saison 2022-2023. Merci pour votre fidélité et bienvenue aux internautes qui se connectent peu à peu et qui vont participer eux aussi au débat. Donc la règle du jeu, vous la connaissez pour la plupart. Nous allons débattre ensemble pendant un certain temps et ensuite c'est avec vous et à la fin ce sera avec les internautes. Mais j'ai quelques petites annonces à faire avant d'entrer dans le vif du sujet. D'abord pour vous annoncer que la prochaine carte blanche aura lieu le 19 septembre, présentée par Jean Audouze ici présent, qui invitera Alain Aspect, prix Nobel de physique de 2022, pour nous parler de la seconde révolution quantique. Voilà, un grand moment aussi. Nous sommes très fiers d'avoir des invités, des invités de marque qui scandent la séquence de nos cartes blanches. Et le 17 octobre, là c'est le tour de l'Union rationaliste, en partenariat toujours avec l'Institut d'astrophysique de Paris, qui invitera Bernard Chervet de la Société psychanalyste de Paris, SPP, alors qui va nous parler de psychanalyse et science. Toujours un débat qu'on n'ose pas avoir et que nous avons trouvé intéressant de le mener et d'en débattre. Voilà. Mais le thème de ce soir est différent, vous le connaissez, si vous ne seriez pas là, c'est le féminisme en acte. Alors, bon, comme vous le savez, la parole des femmes s'est enfin frayé une voie nouvelle depuis 2017, avec le mouvement MeToo. Ça ne veut pas dire que cette parole n'existait pas avant, mais il se passe quelque chose en 2017. Les femmes s'expriment diversement, remettent en cause les normes, les systèmes de pouvoir traditionnels, non pas tant pour féminiser le monde, je le comprends comme ça, mais pour le changer d'une manière plus équilibrée et plus équitable. Et c'est ce dont nous allons parler ce soir, ce dont nous allons débattre ce soir. C'est la raison pour laquelle j'ai invité Michel Perrault et Anne-Cécile Malfer. Et je vous remercie d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie également d'ailleurs d'avoir accepté qu'un homme anime ce débat sur le féminisme. Je crois qu'on n'a pas eu le choix. Pardon, vous n'avez pas le choix? Non, Si, vous avez le choix. Vous pouviez dire, moi, je veux pas. Non. Mais vous voyez, ça commence très bien. Je suis très heureux que vous soyez comme ça, et cette vivacité qui est importante pour le débat. Mais Michel Perrault, je commence par vous. Vous êtes historienne, professeur émérite d'histoire contemporaine à l'Institut de Paris Diderot. Vous avez travaillé sur l'histoire du mouvement ouvrier. Vous avez largement contribué à l'émergence de l'histoire des femmes et du genre. Et vous venez de publier ce livre, Le temps des féminismes. Et je note le temps des féminismes, je note le S, le pluriel. Je pense que nous allons débattre de la présence de ce S dans votre pensée et dans vos écrits. Je note aussi que vous avez obtenu le prix de l'Union rationaliste en 2010. Pour nous, c'est important parce que vous avez marqué la vie, les activités de notre association. Anne-Cécile Malfer, femme de lettres, militante féministe, porte-parole puis présidente de Oser le féminisme en 2011, présidente fondatrice de la Fondation des femmes en 2016, corrigez-moi si je me trompe, et co-autrice de ce petit opuscule, entre autres choses, il y a d'autres documents, écoutez-nous bien, qui est en même temps le manifeste de la Fondation des femmes. J'ajoute que vous assurez une chronique que j'écoute souvent d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai découvert aussi ce que vous faisiez, au 7-9-30, ça s'appelle maintenant, de France Inter, peut-être pas une fois par semaine. Voilà pour les présentations. Et en ce qui vous concerne, Michel, donc, j'aimerais que vous, ayant situé un peu le débat, que vous pourriez nous évoquer ce qu'ont été ces combats du féminisme, comment ils ont conduit à cette nouvelle forme de lutte que vous décrivez contre le patriarcat, et vous aussi vous le reprenez, et la domination masculine, en ayant ajouté ces dernières années le droit au corps, qui est une des revendications nouvelles qui n'était pas aussi déterminante autrefois. Et bien sûr, je vous poserai la question, pourquoi les féminismes? Donc je vous donne d'abord la parole, puis ensuite nous
compléterons avec une autre vision qui sera la vôtre. Et ensuite, nous engagerons un débat peut-être plus vif et plus rapide dans les interventions. Je crois que vous avez ce qu'il faut. Je crois que vous pouvez parler. Ah, je peux parler comme ça? Oh, Voilà, alors c'est formidable. Merci beaucoup de votre invitation. Merci à tous de votre présence. Cet amphi, ce lieu est absolument formidable, c'est magnifique. Et je suis très contente d'être là à votre invitation et avec Anne-Cécile, avec laquelle nous partageons beaucoup de choses, bien sûr, même si l'âge, c'est pas le même. Voilà. Alors, vous m'avez posé une question sur les luttes féministes. Il y a toujours des femmes, à travers l'histoire, qui se sont affirmées, qui ont résisté, qui ont revendiqué, hein, mais le féminisme, c'est plus collectif. Et il faut d'abord rappeler que le mot féminisme est relativement récent. Il naît en France à la fin du XIXe siècle, dans les années 70, 1870, 1875 plus exactement. Il est employé par Alexandre Dumas, fils du grand, et il est usité pour dire maladie des hommes efféminés. C'est ça que veut dire d'abord le mot féminisme, c'est-à-dire un sens très péjoratif. Mais à la fin du XIXe, des féministes, alors qui ne sont pas encore nommées, se lèvent pour dire « Eh bien, moi, je suis féministe ». Et une des premières à avoir dit ça, c'est une certaine Hubertine Auclair, qui est une femme de la moyenne bourgeoisie, voilà, mais qui est extrêmement consciente de la nécessité de lutte, et elle a déjà lancé un journal à cette époque-là qui s'appelle La Citoyenne. Et le mot est intéressant parce qu'on voit bien qu'il y a une revendication dans ce mot du statut politique des femmes. Or, il ne faut pas oublier qu'en France, comme d'ailleurs dans bien d'autres pays, à cette époque-là, les femmes ne votent pas. Comme vous le savez aussi bien que moi, les femmes en France voteront à partir de 1944, c'est-à-dire bien des années plus tard, et leur statut de citoyenne n'est donc pas reconnu. Donc le féminisme, à ce moment-là, a un nom, il a un vocabulaire, et il va de plus en plus caractériser les luttes collectives des femmes. Voilà, hein, c'est ça. Et c'est une période extrêmement active pour le féminisme. Pourquoi? Parce qu'on est quand même en République, la Troisième République, proclamée en 1870, mais cette Troisième République, qui quand même représente un pas important vers la démocratie, hein, et nous sommes évidemment solidaires de cela, ben, il n'y a pas beaucoup de pensée sur les femmes. Les femmes, c'est un petit peu secondaire. D'où l'importance des luttes féministes qui se développent à partir de ce moment-là. Ces luttes féministes, de manière générale, elles interviennent de manière ponctuelle. Hein. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas encore à cette époque d'organisation vraiment très stable. Il y a des organisations syncopées, ponctuelles, voilà. Et alors elles interviennent, ces luttes, dans les failles du pouvoir. C'est généralement au moment où il y a des crises de pouvoir ou des révolutions que les féministes interviennent en quelque sorte en disant « mais voilà, et nous hein, et nous, vous êtes en train de faire des luttes politiques et nous, on ne nous considère pas beaucoup ». Alors c'est comme ça que se développent les luttes féministes. Ces luttes féministes, elles ont évidemment des revendications, et les revendications se développent au cours du temps. Les premières revendications des femmes, ça a été l'instruction. Voilà, on a droit à l'instruction. George Sand, bien avant cette période, disait « le plus grand crime », elle employait ce mot,
des hommes envers les femmes, c'est de ne pas leur donner l'instruction et l'éducation. Instruction, éducation, il y a une nuance. Instruction, c'est l'accès au savoir. Éducation, les conduites quotidiennes, la famille, etc. George Sand et ses consoeurs et les femmes qui lui ont succédé revendiquaient la totalité, à la fois instruction et éducation. Alors, deuxième ensemble de luttes, ça a été des luttes pour la politique, pour les droits politiques. On vient d'en parler. Et le féminisme se veut suffragiste, c'est-à-dire avoir le droit de vote, le droit de suffrage. Et puis, troisième ensemble, beaucoup plus récent en définitive, vous y avez fait allusion à l'instant, les droits du corps. Pas les droits du corps qui se sont affirmés timidement, parce qu'il y avait quand même, il y a des mots qu'on n'osait pas prononcer, des choses auxquelles on n'osait pas penser, etc. Et les droits du corps, ça, c'est surtout à partir du XXe siècle et les grandes années du mouvement de libération des femmes, c'est-à-dire les années 1970 et fin du XXe siècle. Alors ces droits du corps, ça a d'abord été les droits à la procréation libre, c'est-à-dire contraception et droit à l'interruption volontaire de grossesse. La loi de 1977, qui est la loi Neuwirth de 1997, excusez-moi, était une loi pour l'accès à la contraception. Mais entre le moment où la loi est votée et les possibilités véritables des femmes d'accéder aux produits pharmaceutiques ou autres pour contrôler les contraceptions, il s'est écoulé du temps. Il y en a eu pas mal. Et évidemment, la question de l'interruption volontaire de grossesse s'est posée avec beaucoup d'acuité autour de grands procès où Gisèle Halimi est la grande avocate de cela. Par exemple, le procès de Bobigny en 1972 et en 1978, le procès d'Aix-Marseille, qui était un procès pour revendiquer que le viol soit véritablement considéré comme un crime. Certes, le viol était déjà condamné, poursuivi, etc. Mais enfin, c'était plutôt des coups et blessures relevant du tribunal correctionnel. Et Gisèle Halimi et le féminisme de cette époque-là dit non, il faut que ce soit considéré comme un crime, c'est-à-dire poursuivi devant les cours d'assises et par conséquent véritablement mieux considéré, mieux réprimé, etc. Voilà, alors après, l'énoncé des droits se poursuit. Les féminismes sont de plus en plus organisés. Vous m'avez demandé pourquoi, dans ce livre, nous employons le pluriel. Parce que les féminismes, il y a beaucoup de mouvements, ne sont pas toujours d'accord. Les féminismes abordent beaucoup de questions difficiles du point de vue de la famille, du point de vue de l'anthropologie, etc. Donc, il n'y a pas nécessairement unité. L'unité se trouve à certains moments, par exemple dans les années 70, 75, il y a vraiment eu un mouvement très unitaire qui faisait un petit peu la coalition de toutes les formes des féminismes, mais enfin, il peut y avoir en effet des différences. C'est peut-être d'ailleurs un sujet à débattre que ces différences. Je voudrais juste dire un dernier petit mot. Vous avez parlé de ce livre « Le temps des féminismes » avec Eduardo Castillo. Je voudrais dire que c'est une initiative au point de départ de Eduardo Castillo, qui est un de mes anciens élèves, un de mes anciens étudiants d'il y a 20 ans, 25 ans, et c'est lui
qui a souhaité faire ces livres sous forme de discussion, d'entretien. Moi, je ne l'aurais probablement pas fait s'il ne l'avait pas demandé. Et ça a donné lieu tout de même à 14 entretiens entre lui et moi, de 2 heures à peu près chaque entretien, ce qui fait qu'on a abouti à un texte très long, très répétitif, dont on a évidemment... On a relu, on a rayé les répétitions, on a reformulé les choses. C'est le travail normal de tous les historiens ou autres. Oui, absolument. Mais ceci dit, je l'ai lu avec beaucoup d'intérêt. Je n'ai pas senti de répétition. Et c'est un travail remarquable que vous avez accompli là avec M. Castillo. Ce que vous avez dit, donc, ça me permet de rebondir sur vous, sur ce que vous incarnez un mouvement féministe d'une manière concrète. Vous avez ce manifeste dont j'ai pris connaissance, et vous, effectivement, quand on regarde d'ailleurs la manière dont il est constitué, vous parlez, en fait, il y a 3 thèmes: liberté, égalité, sororité. J'ai du mal à le prononcer. Et, ah oui, c'est pas un mot facile, parce que rorité, c'est pas simple. Voilà, et donc j'aimerais bien que vous... Alors évidemment, vous faites un état des lieux, d'une certaine façon. Vous montrez à quel point les violences sont présentes dans notre société à tous les niveaux. Violences physiques, mais aussi violences symboliques. Et donc je ne voudrais pas prendre votre parole, je préfère que vous en parliez vous-même, faites cet état des lieux, et en soulignant qu'à la fin, en conclusion, vous avez 10 propositions concrètes dont nous allons débattre un moment ou un autre, j'espère. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est toujours un honneur d'être avec Michel Perrault. Donc, ce manifeste de la Fondation des femmes, on l'a rédigé à l'occasion des présidentielles. C'est le manifeste de la Fondation des femmes et qui est basé sur le travail de terrain de la Fondation des femmes et donc de tous nos échanges avec les associations que nous soutenons au quotidien. Effectivement, c'est donc liberté, égalité, sororité, justement parce qu'on était aussi dans ce cadre des présidentielles, donc dans ce cadre de ce jeu républicain. Et il y a donc 10 propositions à la fin, qui est notre plan d'urgence pour l'égalité. On avait proposé aux candidats et aux candidates à la présidentielle de s'engager à les réaliser s'ils étaient élus, et aux députés également. Ils l'ont fait ? Alors, en vrai, on n'a pas proposé à tout le monde. Il y a certaines candidates et candidats à qui on n'a pas forcément voulu qu'ils signent quoi que ce soit. Ils ne l'ont pas tous fait. Ouais, certains l'ont fait. On a une trentaine de députés on avait plus de 120 candidats à la députation et candidates qui avaient signé ce plan d'urgence. On a une trentaine qui ont été élus. Donc déjà, voilà, ça montre que quand on signe des choses de la Fondation des femmes, on a plus de chances d'être élu peut-être que d'autres. Et surtout, ça fait qu'on a un petit groupe parlementaire maintenant à l'Assemblée, parce que 30 députés, ça fait quand même un petit groupe. Et donc, on pousse, ça nous permet aussi d'avoir des liens avec eux, de pousser au sein de l'Assemblée nationale ces propositions. En tout cas, peut-être pour le petit état des lieux, aujourd'hui, on ne peut que constater que lorsque l'on est fille ou lorsque l'on est garçon, il est probable que nous n'ayons pas la même destinée à raison justement de notre sexe de naissance. C'est les statistiques qui le prouvent. Les femmes ont beaucoup plus de risques de subir des violences sexuelles ou des violences physiques de la part des hommes que des hommes. Les femmes vont toucher un salaire bien moindre. Donc, si vous voulez quelques chiffres, il y a aujourd'hui en France 230 000 femmes qui sont victimes de violences conjugales par an, 95 000 femmes majeures, donc je ne parle pas des enfants et des adolescents et adolescentes, mais 95 000 femmes majeures qui sont victimes de viol ou de tentatives de viol. En moyenne, on constate un écart de revenus entre femmes et hommes de l'ordre de 23% et de 40% d'ailleurs à la retraite, un chiffre qui va probablement se dégrader dans les prochains mois. Donc on voit des inégalités de revenus, on voit des violences et on voit aussi un inégal accès à la citoyenneté.
puisque si on regarde l'Assemblée nationale, même si les choses vont mieux qu'il ne fut un temps, en réalité, on est encore à 23%, je crois, seulement de femmes à l'Assemblée nationale, au Sénat un petit peu dans ces eaux-là aussi également. Et donc on reste sur des chiffres qui sont bien en deçà de l'égalité, donc l'égalité étant proche de 50-50 quand même, voilà. Donc ça, c'est les constats aujourd'hui, et cette réalité de destinées qui sont quand même en global, évidemment. Alors, chacun et chacune, et bien heureusement, on a aussi la capacité de pouvoir s'extraire de plein de choses, et on a des exemples de femmes qui réussissent formidablement, il y en a des exemples d'hommes qui malheureusement vivent des choses extrêmement difficiles, mais si on regarde les masses au global quand même, on est sur cette image-là. On voit aussi une répartition du travail domestique qui est extrêmement déséquilibrée, d'ailleurs qui n'évolue que très peu. Puisque les femmes font 80% des tâches domestiques du coup par rapport aux hommes dans les couples hétérosexuels. Donc et ça c'est un chiffre qui bouge très très peu. Je crois que dans les dernières 20 ou 30 ans, les femmes ont gagné 7 minutes de temps par jour, et je crois que c'est plus dû à la machine à laver qui s'est améliorée que vraiment au fait que monsieur s'y mette vraiment. Donc on a en tout cas ces images-là qui ne bougent pas trop, et il y en a aussi une représentation des sexes, parce que ces inégalités-là, on peut se poser la question de pourquoi est-ce qu'elles existent. Alors, il y a plusieurs courants du féminisme qui existent et qui vont l'expliquer de manière différente. Dans tous les cas, toutes les féministes constatent qu'il y a une inégalité de traitement et des violences bien plus fortes pour les femmes. Tous les courants du féminisme trouvent que ça, c'est quand même pas juste. Donc là, on est d'accord. Et tous les courants du féminisme aimeraient que ça aille mieux. Mais il va y avoir des différences quant à l'analyse de pourquoi ces différences existent et évidemment comment les résoudre. Les féministes qui sont différentialistes ou essentialistes, elles vont se dire les femmes et les hommes sont deux sexes différents qui ont des qualités et des compétences différentes, mais ça ne justifie absolument pas qu'elles aient un traitement différent. Donc ça, ce sont des féministes qui vont donc accepter la différence des sexes et la trouver tout à fait justifiée, mais qui ne vont pas trouver que c'est justifié les traitements inégalitaires. Et donc, par exemple, elles sont d'accord avec le fait qu'il ne faut pas taper les femmes, mais elles vont peut-être penser qu'il y a quand même dans la nature des hommes des choses qui sont très différentes de la nature féminine. Il y a d'autres courants de pensée qui vont penser que le sexe, que la différence des sexes, ça n'est pas c'est plutôt une oppression, c'est-à-dire c'est plutôt une construction sociale qui a amené un sexe à opprimer l'autre sexe. Donc là, on est plutôt sur un féminisme plus radical qui va penser qu'il y a le sexe, mais il y a le genre, qui est cette construction sociale. Et qui donc, ça va amener à penser que si c'est une construction sociale, peut-être que du coup, on pourrait changer les représentations que les uns et les autres, et les unes et les autres, on a sur nous-mêmes et sur les autres, pour pouvoir améliorer la société. Ça n'est pas une constante, on peut l'améliorer en changeant de vision, en déconstruisant les stéréotypes. Alors, ces stéréotypes, malheureusement, sont toujours profondément ancrés. Je vous donnerai un exemple qui est sorti là aujourd'hui ou hier. Le PNUD, donc le Programme des Nations Unies pour le Développement, a sorti une étude qui reprend, donc c'est un baromètre qu'ils font a priori tous les 10 ans. Donc là, ils ont repris par rapport donc à il y a 10 ans, et il s'avère qu'en fait, les stéréotypes dans le monde, donc c'est une étude dans le monde entier, donc ça c'est assez formidable, et ça montre qu'en fait, les stéréotypes n'ont pas bougé. Voilà, donc c'est hyper optimiste. Ça montre que 49% de la population mondiale pense toujours que les hommes sont plus à même de diriger que les femmes. 28% pensent que c'est tout à fait OK pour un homme de frapper une femme. 27% pensent qu'il n'y a pas de raison d'avoir l'égalité entre les femmes et les hommes, et qu'en tout cas, ce n'est pas un facteur démocratique extrêmement important. Et puis enfin, on a d'autres courants de pensée qui sont un féminisme queer, un féminisme pro-sexe, un féminisme intersectionnel, l'afroféminisme aussi. Ça, c'est des courants féministes un peu plus récents qui vont là être plus sur finalement, il y avait d'un côté, donc avec les essentialistes, c'est le sexe.
Avec les matérialistes et radicales, on est plus sur, il existe un genre comme une construction sociale qui nous opprime et dont il faut se libérer en abolissant le genre. Et puis on a un troisième, en gros une famille de féminisme qui dit que finalement le genre est une identité, c'est un ressenti et on peut le performer et c'est fluide et donc on peut évoluer là-dedans. Donc vous voyez qu'en fait ces trois grandes familles, je ne sais pas si ça vous va de le catégoriser comme ça, mais ces trois grandes familles ont quand même des avis très différents finalement et donc peuvent amener à des politiques publiques extrêmement différentes quand il s'avère d'arriver à l'égalité. Ces trois courants du féminisme, ils vivent aujourd'hui ensemble, c'est-à-dire typiquement, il n'y a pas les plus âgés ou nos aînés et puis les plus jeunes. Moi, par exemple, je pense énormément de choses de manière très très similaire à mes aînés avec qui j'échange régulièrement, avec qui pour moi c'est mes camarades de lutte, peu importe leur âge. Et puis je peux être totalement en désaccord avec des personnes qui ont mon âge. Donc il y a ces vagues, on appelle ça des vagues, mais en réalité elles n'effacent pas, elles se conjuguent, elles vivent ensemble, enfin elles luttent les unes envers les autres et avec les autres, mais c'est très, du coup, c'est très riche. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut voir comme constat, au-delà des pourcentages que je vous ai dit, c'est qu'il y a quand même une mise à jour de ce phénomène. Donc, on parlait des corps. Pour moi, c'est vraiment grâce à MeToo, ce qu'on a vu débarquer, c'est le sujet des violences sexuelles. Le sujet de cette liberté des femmes, qui est une liberté qui doit être radicalement libre, c'est-à-dire elle doit être libre de dire non. Parce qu'en fait, être libre de dire oui, c'est pas si compliqué. Être libre de dire non, ça c'est beaucoup plus difficile à accepter. Et pour moi, la révolution sexuelle des années 70, on a dit que les femmes, elles avaient le droit de dire oui. Elles avaient le droit de s'envoyer en l'air. Mais on n'a pas dit qu'elles avaient aussi le droit de dire non. Et ça, c'est ça qu'on est en train de dire aujourd'hui. La liberté, c'est aussi avoir le droit de dire non. Et qu'en face, il faut que ce non, il soit reçu, il soit accepté, et puis c'est tout. Et puis on passe à autre chose. Voilà. Donc ça, et surtout ce qu'on voit aussi pour moi aujourd'hui avec MeToo, c'est le caractère complètement universel des violences sexuelles, et donc qu'il y a une condition féminine universelle. Et je trouve que c'est très fort parce qu'on est dans un moment où il y a aussi une sorte de... On a l'impression qu'il y a un morcellement des luttes, comme je vous ai dit, afroféministes, queer, LGBTQIA+, etc. Il y a plein de morcellement, mais en même temps, le seul mouvement qui a été absolument... qui est arrivé comme ça et révolutionnaire, c'est un mouvement qui a dit « moi aussi ». Donc c'est un mouvement qui a dit « en fait, on est toutes pareilles ». Donc ça montre que l'universel reste extrêmement puissant et reste une force de convergence extrêmement puissant et qu'il ne faut pas penser qu'il est complètement en décrépitude aujourd'hui avec tous ces mouvements qui prônent aussi des identités un peu multiples. Ce qu'on peut voir, enfin, je peux peut-être m'arrêter là, c'est les challenges qu'on a face à nous. Alors, mon fils m'a dit un truc ce week-end. Et il faut que je vous le dise parce que j'ai trouvé ça tellement fou. Donc mon fils a 5 ans et demi. Donc c'est pas forcément simple de lui dire ce que je fais tous les jours. Parce que alors, tous les jours, je parle de viol à la radio, c'est super. Donc ça, je peux pas trop lui dire des choses comme ça. Globalement, on lui a dit avec mon conjoint que maman se bat pour que les femmes et les hommes ils soient égaux, parce que c'est quand même pas juste, les femmes et les filles, tu te rends compte, dans certains pays, les petites filles ne peuvent pas aller à l'école, c'est vraiment pas juste, tu vois, maman elle se bat pour ça. Voilà. Donc il a compris ça globalement. Et ce week-end, il me dit, maman, quand tu te bagarres, parce que lui se battre égale se bagarrer, quand tu te bagarres, est-ce que des fois tu gagnes? Je dis, oui, des fois je gagne carrément, puis je me la pète un peu, c'est mon fils, il faut que je lui montre qu'il est une super maman. Ouais, je gagne souvent même, je gagne souvent. Et là il me dit, maman fais attention, si tu gagnes trop souvent, les hommes ils vont te faire la guerre. Bon. Et en fait, ça c'est intéressant parce qu'il a compris le truc, et il a compris ce qu'on est en train de vivre là, ces derniers mois. On est quand même face à une résistance, c'est-à-dire qu'on a progressé, il y a plein de choses qu'on a réussi à faire comprendre à plein de gens.
Et on a face à nous quand même des vrais mouvements de résistance qui sont organisés, qui sont réfléchis, qui sont pensés. Ils ne sont pas bêtes, ils sont très intelligents et c'est ça qui est vraiment difficile aussi pour nous aujourd'hui, qui font reculer le droit à l'avortement dans plein d'endroits et ils sont aussi en dynamique en France. On a une résistance aussi sur ce qu'on appelle le masculinisme, c'est-à-dire qu'en fait, ça c'est un mouvement qui était complètement inconnu en France il y a encore 10 ans, qui aujourd'hui existe. Donc le masculinisme, c'est des hommes qui revendiquent la supériorité masculine et qui vont donc avoir un discours de déconstruction du féminisme et qui le revendiquent. Et ces idées-là se répandent, je ne veux pas faire la parano, mais vraiment c'est vrai, se répandent sur Internet avec beaucoup de vidéos auprès des jeunes, de coachs en séduction, des tas de vidéos pour aider les jeunes hommes à se sentir plus forts et mieux dans leur peau, et en fait qui les amènent à avoir des discours qui sont horribles, des discours de refus de l'égalité. Donc on est face aujourd'hui non pas à un machisme comme avant, un machisme un peu glorieux, un peu galant, non, on est face à un autre genre de machisme aujourd'hui chez les jeunes. On est sur un machisme de revanche. J'ai pas eu ma place aux mines parce qu'ils ont voulu qu'il y ait des femmes ingénieurs. J'ai pas eu ma promotion parce qu'ils ont préféré une fille à ma place. J'ai pas eu ça parce que je suis célibataire, parce qu'à cause des féministes, les meufs maintenant elles sont difficiles. Et ça, on est sur un autre genre de machisme qui est beaucoup plus difficile, je pense, pour nous en tout cas, qui est nouveau et qui nous fait un petit peu peur. Voilà. J'étais longue. Pardon. Non, c'est très bien parce que ça pose effectivement la scène. Vous avez parlé des violences. Il y a effectivement essentiellement des violences sexuelles, mais il y a d'autres formes de violences que vous avez évoquées quand même. Il y a donc des violences qui s'installent dans le privé et d'autres dans le public. Les violences publiques existent aussi. C'est pas par hasard si on fait ce débat, on l'organise ici, parce que même au sein de la recherche dans le monde scientifique, il y a aussi des formes de violence. Il y a des harcèlements sexuels également. Il y a aussi des directeurs de thèse qui vont harceler leurs étudiantes. Et donc on imagine que la science qui se fait, c'est pas une science forcément intéressante, ni pour elle, ni pour la science, ni pour la femme, ni pour la science. Il y a également la répartition sociologique des chercheurs qui pose problème, qui reflète effectivement la manière dont l'éducation se fait. Donc tout de suite on dit aux jeunes garçons, toi tu feras des mathématiques, et aux femmes, tu vas t'intéresser aux sciences humaines. Ça se voit très bien dans la répartition des chercheurs ici. Donc, vous avez évoqué une statistique. La statistique me plaît qu'à moitié parce que c'est une statistique mondiale. Or, il me semble que les talibans n'ont pas lu George Sand, visiblement, parce qu'on n'a pas le droit à l'éducation des femmes là-bas. Alors, c'est pas le cas ici. Donc, ces statistiques sont quand même. Je crois qu'il faudrait quand même faire une différence entre ce qui se passe en Europe et ce qui se passe en Inde ou en Iran ou ailleurs. Mais par rapport, ceci étant, effectivement, le socle, je suis très heureux que vous le combattiez pour, qui est l'universalisme. Et je voudrais citer les choses que vous avez écrites et vous donner la parole pour commenter ou aller plus loin. Vous dites, je suis résolument universaliste, mais c'est vrai que les différences doivent être prises en compte par les gens qui vivent ces différences. Être femme noire ou blanche, être femme bourgeoise ou ouvrière, employée, ce n'est pas la même chose. Il ne faut pas gommer ça. Est-ce que ça vous interpelle par rapport à ce qui a été dit et par rapport à tous ces mouvements féministes qui, pour autant, effectivement, combattent dans la même direction, la plupart du temps, pas toujours. Beaucoup de choses à dire par rapport à tout ce qu'a dit Anne-Cécile. Je suis surtout très heureuse qu'elle soit là, avec les combats actuels des jeunes femmes, etc. Alors, la question universalisme, différence. Dans ma génération, on était un peu parti de l'universalisme et puis on l'avait critiqué en disant, mais au fond, l'universalisme, c'est un mot qui recouvre des différences, celles que vous avez évoquées également. Donc, on s'est surtout impliqué dans les différences. Mais les Américaines, les Françaises, etc. Mais à force de faire émerger les différences, c'est vrai aussi qu'on arrive à un monde atomisé, où chaque différence risque
de devenir une identité jusqu'à l'identité du je, hein, du moi. Voilà. Donc, je crois qu'en ce moment, il y a une réflexion sur l'universalisme. Ce n'est pas pour rien qu'on se revendique universalisme, que Anne-Cécile vient d'évoquer aussi, parce qu'il y a l'idée, oui, les différences, il faut tenir les deux bouts de la chaîne. Voilà. C'est-à-dire que c'est évident que être une bourgeoise, une ouvrière, etc., c'est pas la même chose. C'est évident que vivre, mettons, à Paris en ce moment, hein, c'est pas la même chose que d'être dans peut-être une campagne reculée. Avec les moyens de communication, ça change quand même beaucoup. Mais en tout cas, c'est pas la même chose d'être ici, en ce moment, et d'être, vous l'avez dit, en Iran ou en Afghanistan. Ça, c'est clair. Et pourtant, nous maintenons, le féminisme maintient l'idée qu'entre toutes ces femmes, il y a une unité. Voilà. Finalement, la domination masculine revêt des formes extrêmement différentes. Leur histoire, selon les pays, est en effet très différente, mais il y a ce socle tout de même. Hein. Ce socle, alors, pour l'évoquer, je voudrais, à titre d'exemple, citer les travaux de la grande anthropologue Françoise Héritier. Hein. Françoise Héritier, morte il y a maintenant 3 ans, professeur au Collège de France, etc., qui a succédé à Claude Lévi-Strauss, mais en développant une toute autre pensée, a publié Masculin, féminin, la pensée de la différence. Hein. Et elle réfléchissait justement aux ancrages, aux expressions de cette différence, en essayant de la voir aussi bien dans les sociétés africaines qu'elle-même, en tant qu'anthropologue, avait étudié, que à travers la philosophie grecque, hein, Aristote, Platon, etc. Donc voilà quelque chose d'en effet, une réflexion d'un grand intérêt pour notre sujet d'aujourd'hui. Hein. Donc oui, il y a un socle de très longue durée, de très grande universalité à travers le monde, et qui fait qu'en effet, les féministes peuvent se rejoindre, parce qu'elles se trouvent devant cette même situation. Mais à quoi attribuez-vous ce socle dans cette configuration-là? Parce que les femmes qui sont obligées de porter le voile et celles qui ne peuvent ne pas le porter ont le même socle, et pourtant il y en a qui doivent le porter et d'autres pas. Donc voilà, comment l'universalisme doit se discuter à propos? Je trouve que le voile est un bon exemple. Le voile est un bon exemple qui montre d'ailleurs l'extrême importance des religions dans le domaine des rapports hommes-femmes, ça c'est très clair. La plupart des religions se sont édifiées dans le cadre de la domination masculine. On ne va pas développer ça ici, mais il est certain qu'à travers le voile, on le revoit absolument. Et par conséquent, l'effort rationaliste que vous faites ici, dans l'union rationaliste, c'est quelque chose de confluent, d'important, avec la réflexion féministe, absolument. Savoir pourquoi c'est comme ça, depuis quand, comment ça s'est affirmé, voilà, c'est tout le sujet de la réflexion, aussi bien anthropologique que philosophique, et évidemment historienne. Hein. C'est quelque chose de, en effet, essentiel. Ça nous donne des clés pour savoir quelle peut être notre action pour changer les choses. Et voilà, ce que vous discutez beaucoup dans votre manifeste, c'est la suppression des normes, le changement des normes pour arriver justement, enfin, c'est peut-être ce qu'on abordera plutôt à la fin, mais qu'est-ce que la pensée féministe peut apporter dans son combat et quel type de combat? Alors avant peut-être d'aborder ce point-là, vous avez fait des propositions, vous demandez des choses précises. Par exemple, vous demandez à l'État 1 milliard. Voilà. Donc vous suivez en cela ce qui avait été demandé par les Espagnols, je crois.
je crois que vous avez obtenu cela. Et quels ont été les résultats et est-ce que ça vous semble, pourquoi faire? Voilà. Est-ce que vous pouvez expliciter le rôle qu'aurait cette somme-là? Parce que il y a effectivement les violences. Vous dites quelque chose de très fort, vous dites que la plupart des femmes, le plus grand danger pour elles, on parle des violences sexuelles, c'est dans leur couple, c'est au foyer. C'est très fort comme... ça veut dire c'est les chiffres. Hein. Oui, peut-être. On a du mal à se le dire, parce qu'on a l'impression qu'on est protégé par les hommes qui nous aiment et qu'on aime. Donc mais comment faire pour justement arriver à progresser dans cette perspective-là, même avec 1 milliard d'euros? Alors, il y a des choses qu'on peut faire. Nous, les 10 propositions, c'est des mesures politiques. C'est sûr qu'en fait, les inégalités entre femmes et hommes sont tellement anciens et tellement répandus partout qu'en fait, et pour moi, je suis persuadée que c'est des changements culturels. Donc évidemment, c'est pas sur un quinquennat ou c'est pas une mesure politique. S'il y avait une mesure politique qui faisait que clac, ça allait être l'égalité demain, je pense qu'elle aurait pu être prise d'ailleurs. Donc oui, c'est plus compliqué que juste une mesure. Nous, en tout cas sur les 10 mesures que nous, dans les 10 mesures qu'on propose, il y a effectivement cette question de l'argent pour les droits des femmes. Ça, c'est une question qu'on met beaucoup en avant parce que on a créé la Fondation des femmes il y a 7 ans parce qu'on s'est rendu compte que le combat pour les droits des femmes, le combat contre les violences faites aux femmes, qui tue, qui amène des dégradations, du malheur incroyable, et ben en fait c'est un combat sur lequel la société n'investissait pas d'argent. Et on est comme à une époque où globalement, si quelque chose est important, on va y mettre les moyens. Enfin, même pas une période, c'est comme ça de fait en fait. Si on pense que quelque chose est important, si on veut changer quelque chose, c'est logique qu'on y mette les moyens. Et ben, ce qui était étonnant, c'est qu'on s'est rendu compte, et c'est pour ça qu'on a créé la Fondation des femmes, c'est que les droits des femmes, c'était un combat de blablabla, oui, l'égalité, blablabla, mais en réalité, on mettait rien dessus. C'est-à-dire la société n'investit pas cet avenir-là, n'investit pas ce projet politique-là, ne l'investit pas financièrement. Et c'est à partir du moment où on regarde les sous qu'on voit qu'est-ce qui est important. Donc typiquement, si on met 700 milliards de combien là, ou 70 milliards d'euros sur les armes, c'est parce qu'on pense que la sécurité nationale, c'est important. Voilà, ça c'est la dernière mesure. Quoi, 713 milliards sur les armes pour l'armée là? Oui, je crois que c'est ça. 700 milliards ou 70 hein 400, oui. Merci. 439 milliards pour des armes. Ça, c'est absolument hallucinant. C'est un projet politique belliqueux, bref. Mais en tout cas, ce que ça montre, c'est que c'est important. Voilà. Et ben alors, bizarrement, pour la protection de l'intérieur, hein, de la guerre que subissent beaucoup de personnes intérieurement dans notre pays là, ce qu'on peut comparer d'ailleurs, moi parfois je la compare à une guerre civile, puisqu'en fait c'est une guerre que nos voisins, nos maris, nos pères, nos oncles. Donc c'est une guerre entre les personnes, c'est un conflit avec des mortes, avec des blessés, avec des handicapés. C'est ça, hein, les violences faites aux femmes. Et c'est à l'intérieur, c'est dans notre société. L'ennemi, il n'y a pas un ennemi en fait, c'est nos voisins. C'est pour ça aussi que c'est très difficile à réussir à faire changer, parce que ce serait si facile si en réalité c'était juste un immigré, si c'était juste un étranger, si c'était juste un inconnu dans la rue. Mais c'est pas ça, c'est des hommes qu'on aime, c'est des hommes qu'on croise, c'est des hommes qu'on revoit, c'est des hommes qui ont pu faire des trucs bien et puis des trucs pas bien. Et c'est pour ça que c'est si compliqué. Bref, donc cette guerre-là, en tout cas, on ne pourra pas la mener si on n'investit pas de l'argent dessus. De l'argent tout simplement pour faire en sorte que des femmes aient des avocats, pour faire en sorte que des femmes aient des psys, pour faire en sorte qu'elles aient de l'hébergement d'urgence si elles en ont besoin. D'aujourd'hui où je vous parle, 4 femmes sur 10 qui vont appeler ce soir parce qu'elles veulent s'enfuir de chez elles, on va leur dire non madame, il n'y a pas de place, revenez demain. Sauf que demain, le problème c'est pas qu'elles aient un abri, le problème c'est qu'elles sont en sécurité, parce qu'elles sont en danger là où elles sont aujourd'hui. Et donc ça par exemple, c'est des choses que moi je trouve hallucinantes et en plus c'est même pas beaucoup d'argent, 1 milliard, on fait la différence avec 439. Un seul, on n'en veut qu'un seul. Le 438 autres, on vous les laisse, on n'en veut qu'un seul. Et ce milliard-là, on n'y arrive pas. Malgré MeToo, malgré la mobilisation, malgré tout ça, ils ne crachent pas l'argent, quoi. C'est un truc de fou, on n'y arrive pas. Donc on a un peu des petites miettes de temps en temps, mais globalement, on n'y arrive pas.
Effectivement, c'est ça. C'est la traduction d'un manque de volonté politique. On le voit dans les chiffres, en fait. Parce qu'il y a les discours et puis après, il y a les chiffres. Et donc, les chiffres, ça nous permet de montrer ça du doigt. Et donc, ce milliard, pourquoi on a demandé 1 milliard? Parce qu'en fait, on a fait un rapport avec le Haut Conseil à l'égalité et le CESE. On a fait un rapport qui évaluait, si on voulait tout bien faire pour les femmes victimes de violences conjugales qui vivent aujourd'hui, les 230 000, on a fait des statistiques. Voilà. Il y en a X% qui ont besoin d'un hébergement, il y en a X% qui vont avoir besoin de X séances de psy. On a fait ça. On a fait les calculs, les maths, avec des profils types. Et donc, on est arrivé à il faut 1 milliard. Voilà. Et pour faire en sorte qu'il y ait une vraie politique publique pour lutter contre les violences, on parlait seulement de violences conjugales d'ailleurs, et accompagner les femmes et les enfants, parce qu'il y a beaucoup d'enfants aussi, qui sont dans ces familles-là. Donc ça, c'est le milliard, c'est ce qu'on demandait, on l'a toujours pas, donc c'est bien, ça veut dire... Et là, vous parlez des violences physiques essentiellement. Alors non, dans violences conjugales, en réalité, il y a, parce que les violences conjugales sont jamais uniquement physiques. Ça commence d'abord toujours par des violences psychologiques, des sortes d'emprises. On utilise aussi un mot aujourd'hui qui est pas encore très connu, qui s'appelle le contrôle coercitif. C'est un mot qui est très intéressant parce que c'est vraiment, dans le cas des féminicides, c'est ça qu'on voit. C'est-à-dire, il y a beaucoup de féminicides où il n'y a pas forcément de violence physique avant. C'est-à-dire, c'est pas battu à mort, c'est pas ça. C'est pas une femme qui est battue au point de mourir. Ça arrive, mais beaucoup de féminicides, en fait, c'est monsieur a instauré un contrôle et une emprise totale et un contrôle vraiment sur la vie des femmes, avec beaucoup de jalousie, l'heure à laquelle tu as le droit de sortir, qui tu as le droit de voir, ce que tu as le droit de faire, travailler, l'argent, tout ça. Vraiment un contrôle total. Et le jour où elle souhaite sortir de ça, s'émanciper, partir, reprendre sa liberté, ça va le mettre dans un état... en fait, il va préférer tuer l'objet de son obsession que de l'avoir libre. Donc c'est vraiment un crime contre la liberté des femmes. Et voilà. Et le contrôle coercitif, ça permet de comprendre, voilà, de comprendre pourquoi dans beaucoup de féminicides, il n'y avait pas forcément de violence physique, mais il y avait tout d'autres violences. Donc violence administrative, violence économique, violence psychologique, tout ça, ça forme le contrôle coercitif. Si je peux me permettre de préciser quelque chose, j'ai lu dans un des courriers du CNRS récemment le travail de Christelle Tarot. Je ne sais pas si vous la connaissez. Elle a publié un livre qui s'appelle Féminicide aux éditions Découvertes, où elle élabore l'idée elle avance l'idée d'un continuum de violence, c'est-à-dire humour sexiste, voilà, toutes sortes au travail, dans les transports en commun, etc. Donc, effectivement, certaines violences peuvent conduire effectivement à des violences physiques qui demandent effectivement, qui exigent qu'il y ait un souci d'hébergement pour une personne. En fait, détester voir sa femme libre, en réalité, c'est la détester, c'est-à-dire c'est la détester comme individu plein, entier, qui se suffit à elle-même. C'est ça en fait. Donc c'est pour ça qu'un féminicide est un crime misogyne. Donc moi, ce que j'ai trouvé quand j'étais présidente d'Oser le féminisme en 2014, on a fait une campagne qui s'appelait Reconnaissons-le-féminicide.fr. Et donc on a essayé de faire en sorte que le féminicide existe et soit dans le dictionnaire. Et puis aujourd'hui, c'est un mot qui est utilisé partout, donc on est assez content. L'idée de ce mot, c'était de faire comprendre que c'est un crime qui est motivé par une certaine détestation, une certaine misogynie, une détestation de cette liberté des femmes. Si on veut parler de continuum, je vais juste prendre un exemple. La Fondation des femmes s'est constituée partie civile la semaine dernière dans le procès du meurtrier de Shaina. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de Shaina. Oui. Shaina, c'était une jeune fille à Creil qui... sa vie, elle est vraiment représentative de cette détestation des femmes. C'est une jeune fille, elle a 13 ans. Elle est joyeuse, elle est heureuse, elle a envie de tomber amoureuse. Et elle a une première amourette avec un garçon qui va l'amener dans un endroit où en fait il y a plusieurs garçons. Et il va y avoir une première agression sexuelle à cet endroit-là. Et ils vont la filmer, ça va être diffusé. Immédiatement, elle rentre chez elle et elle va en parler à ses parents. Ses parents, immédiatement, des gens absolument formidables, vont immédiatement voir la police. Ils la croient, ils sont de son côté, ils vont voir la police. La police, sur le moment, fait plutôt bien son travail. Pareil, ils la croient. Bon, ils ne sont pas très adroits voilà, dans leurs questions, dans la manière qu'ils ont de traiter Shaina. Ils sont un peu... Voilà. Mais quand même, ils mènent l'enquête. Les jeunes hommes sont assez vite retrouvés puisqu'il y a des vidéos. Et ils sont, le temps de l'instruction, ils sont écartés de la ville de Creil. Ils ne sont pas contents.
Donc du coup, ils ont encore leur copain à Creil. Et donc ils commencent à lui faire vivre la misère, la petite China. Et puis, au fur et à mesure, c'est une pute, c'est de sa faute, elle l'a bien cherché. Et donc il y a sa réputation, c'est une fille facile. Donc cette réputation-là, elle commence à grandir. Ils reviennent quelques temps après, là, elle va être passée à tabac. Elle ne sort plus de chez elle, elle déprime évidemment, vous vous rendez compte, elle a 14 ans. Et puis ses parents l'aident, la soutiennent, et puis elle reprend un petit peu du poil de la bête, elle a une copine, bon, elle veut bien sortir, et puis elle croise un charmant jeune homme qui connaît la réputation de fille facile et se dit que du coup ce sera facile. Et donc il lui conte un peu fleurette, elle tombe amoureuse, elle tombe enceinte. Et là, pour lui, c'est le drame, puisqu'il ne peut pas avoir un fils de pute. Et donc, il va préméditer son crime, il l'amène dans un cabanon, il la poignarde et il la brûle. Il sort de là, et le lendemain, le jour d'après, il s'en vante à Creil, dans le quartier. Donc, il avoue son crime, et il dit qu'il l'a cramé, la pute. Et donc, très vite, vu qu'en plus il avoue, tout converge et donc il fait de la préventive. Et en prison, il continue à être fier de ce qu'il a fait. Et donc en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on voit, c'est ça, le continuum, c'est ça, c'est-à-dire c'est en fait, une femme, elle n'a pas le droit de dire non. Une femme, elle n'a pas le droit de porter plainte. Une femme, elle n'a pas le droit d'être libre. Une femme, elle n'a pas le droit de tomber amoureuse comme elle veut. Une femme, elle n'a pas le droit. C'est ces règles-là de détestation, en fait, à nouveau, de considérer les femmes comme des êtres humains pleins, entiers, libres, indépendants. Et c'est ça qui amène beaucoup de femmes à être tuées. Donc là, c'est le cas de China. Il y en a 50 cette année, depuis le début de l'année. Dans d'autres pays, c'est bien pire. Dans d'autres pays, voilà. Mais c'est en tout cas, le féminicide, c'est l'aboutissement de la misogynie. Ce que vous voulez dire par là, même si vous terminez par un exemple qui, heureusement, n'est pas le quotidien de tous ceux qui sont là et même ailleurs. J'aimerais bien que vous rebondissiez, que vous réagissiez là-dessus, parce que vous avez, et vous aussi d'ailleurs, dans vos ouvrages, faites la différence entre le patriarcat et la domination masculine, mais d'une manière pas toujours très claire. Hein. Oui, il faut dire que les notions et les mots ont changé. Hein. Dans les années 70, on parlait de patriarcat. Et patriarcat renvoie tout de même beaucoup à l'idée de la famille, du père de famille. Voilà. Et finalement, au cours du temps, le mot de domination masculine s'est davantage imposé parce que détaché de la situation familiale et désignant des rapports de sexe indépendants finalement de la famille. Hein. Il n'y a pas que le père de famille qui détient les pouvoirs. Donc, à l'heure actuelle, on a beaucoup plus tendance à employer le terme de domination masculine, c'est tout. Voilà, la réponse est assez simple. Et alors qu'on retrouve cette domination masculine, quand même, il me semble on a tendance à l'identifier dans l'espace public beaucoup plus que... le patriarcat s'exprime plutôt, enfin, en général, dans l'esprit du commun des mortels, dans le privé, hein, oui. Alors que la domination masculine, c'est quelque chose qu'on retrouve partout dans tous les domaines. C'est ça. Que ce soit les laboratoires, dans l'art, où voilà. On commence à redécouvrir en ce moment qu'il y a eu des femmes qui ont composé de la musique, on ressort ces répertoires, etc. Et... c'est un sens plus général. Et par conséquent, ça étend les problématiques et les recherches aussi. Hein. Avant que l'on aborde peut-être les points, un petit peu plus, les points que vous mettez en avant dans votre mouvement, j'aimerais bien qu'on évoque le problème de la biologie, parce que je sais que j'ai remarqué qu'il y a des féministes qui vont évidemment à contre-courant et qui prennent le contre-pied de ce que vous écrivez, ce pourquoi vous luttez. En particulier, je prends juste cet exemple, mais elle n'est pas unique. Eugène Bastier, qui a écrit un tract Gallimard intitulé « Sauver la différence des sexes », on voit bien qu'il y a une peur, panique, qu'on arrive à une indifférenciation des sexes et qu'on oublie que ce sont les femmes qui font des enfants, etc. etc. Bon, moi, je ne reprends pas ce qu'elle dit, mais... que pensez-vous de
Et comment articulez-vous effectivement le biologique avec cette nouvelle demande qui est celle de prendre en compte le genre? Bien sûr. Voilà, pas seulement l'homme, la femme, mais aussi... Bien sûr. Dans ma génération, je reviens un peu à elle, on avait là aussi tendance plutôt à nier le biologique. Quand Simone de Beauvoir dit « on ne naît pas femme, on le devient », il y a un petit peu quand même une négation du biologique. Ça a changé depuis. Pourquoi? Eh bien, parce que, justement, les recherches en biologie sont tellement importantes, elles se sont tellement développées dans les dernières années qu'il n'est pas possible de nier l'importance de la biologie. Je suis en train de lire en ce moment un livre de Claudine Julien et Nicole Priolan qui s'appelle « C'est votre sexe qui fait la différence » et qui vient de paraître chez Plomb. C'est un livre de scientifiques extrêmement intéressant et où j'apprends beaucoup parce que justement elle parle de toutes les recherches qui s'est fait récemment. Je crois que ça clarifie tout de même les choses. Le sexe biologique existe. Je crois que c'est difficile à nier. On est homme, on est femme du point de vue du corps. Mais le genre, c'est la construction historique et sociale de la différence des sexes. Et là, dès qu'on est né, on est pris avec son corps sexué, dans un réseau de relations et de pouvoir auquel on ne va pas échapper, ni au moment de l'éducation, ni au moment où on fait ses choix professionnels, amoureux, etc., etc. Donc, il me semble qu'on peut véritablement revendiquer les deux types de pensée. Ne pas nier l'importance de la biologie et du corps. Justement, d'ailleurs, les historiens et historiennes, depuis 20-30 ans, ont beaucoup travaillé sur le corps. Le corps est devenu maintenant un véritable objet et sujet de l'histoire. Je pense par exemple aux travaux d'Alain Corbin, Vigarello et quantité d'autres. Donc on n'est pas démunis là-dessus. On a réfléchi à ces problèmes-là. Et je crois qu'il faut avoir de l'ambition dans notre réflexion, ne pas refuser des découvertes biologiques qui sont absolument fondamentales, mais maintenir aussi l'importance de la réflexion sur le genre comme une construction de la pensée, etc. Et c'est là où le féminisme est important. Parce que le féminisme, c'est une pensée. On vient de le dire, c'est pas seulement des luttes pour l'égalité, même si c'est absolument fondamental, mais c'est aussi une réflexion intellectuelle, historique sur la pensée. Voilà. Et par conséquent, ça peut aller beaucoup plus loin que des revendications absolument nécessaires, bien entendu, mais qui ne sont pas suffisantes. Je voudrais dire un tout petit mot à propos de la question qui a été abordée des moyens et de l'argent. Je crois que oui, enfin, il est absolument normal qu'on revendique des moyens pour les associations comme celles que vous menez, défendez, etc. C'est très très important. Mais d'un autre côté, il ne faut pas oublier ce qui existe. Il y a aujourd'hui des institutions, il y a une école, il y a une médecine, etc., où il y a des femmes, et où elles sont là. Et par conséquent, le rôle du féminisme, c'est aussi de passer par ce qui existe et elles le font, mais pas toujours. Pas toujours. Autrement dit, il y a aussi cette lutte à travers ce qui existe pour la pensée et l'action du féminisme. Ça me paraît très important. C'est ça. Moi, j'entends effectivement que, parce qu'on entend beaucoup, dans certains courants féministes, le refus de la binarité, mais pour autant, il ne s'agit pas de déconstruire. Il s'agit effectivement d'arriver à quelque chose qui prend en compte la pensée féministe et invite les hommes d'ailleurs à avoir des normes qui permettent ce que je disais au début, que j'ai emprunté d'ailleurs
à votre ouvrage, je ne sais plus où je l'ai mis, qui est de dire non pas tant pour féminiser le monde, mais pour changer d'une manière plus équitable et équilibrée. Ce qui me renvoie à votre manifeste, encore une fois, et peut-être pour permettre à tout le monde de débattre, là nous avons presque une heure, peut-être d'évoquer ce qui vous paraît important. Enfin, je pense que tous les points sont importants, mais peut-être en évoquer quelques-uns pour qu'on puisse lancer le débat des propositions que vous faites, que vous demandez, que vous exigez. Alors, peut-être juste un petit mot sur la Fondation des femmes. Donc, on s'est créé il y a 7 ans parce qu'on voyait qu'il n'y avait pas de fondation sur les droits des femmes et la lutte contre les violences faites aux femmes et l'égalité entre les femmes et les hommes. Autant sur d'autres causes, il y a plein de fondations qui existent, il y a plein de gens qui font des dons, qui font des legs, etc. Mais sur les femmes, les droits des femmes, la question de l'argent était absolument taboue, absente. D'ailleurs, Michel Perrault, vous étiez venu au lancement de la Fondation des femmes et il y a ce premier rapport qu'on avait fait sur où est l'argent pour les droits des femmes, avec une perspective historique sur ce sujet de l'argent et des femmes qui avait été très intéressante. Et donc c'est vrai que ça fait partie de nos sujets principaux. Et donc aujourd'hui, on lève des fonds et on les redistribue aux associations qui œuvrent tous les jours pour les droits des femmes. Dans les autres choses qui nous semblent très importantes, à part l'argent, parce qu'il faut l'argent évidemment, mais il y a d'autres choses qui nous semblent importantes. Nous pensons qu'il faut continuer à être en dynamique sur le droit à l'avortement. En dynamique, ça veut dire qu'il faut continuer à progresser sur le droit à l'avortement. Une des choses qu'on peut faire assez facilement, qui ne coûte rien, c'est constitutionnaliser le droit à l'IVG. Évidemment que ça ne le sanctuarisera pas pour autant, parce qu'en fait, on peut très bien le déconstitutionnaliser. Mais enfin, c'est quand même plus difficile à faire que simplement une loi comme ça l'est aujourd'hui, la loi sur le droit à l'avortement en France. Et on voit que c'est que pour les plus conservateurs, le droit à l'avortement est vraiment un objectif. C'est vraiment l'un des symboles à abattre. Et on voit ce qui s'est passé aux États-Unis. Et en France, vraiment, il y a vraiment des mouvements qui ont ça en ligne de mire. Et donc, nous, il faut qu'on puisse continuer à être en dynamique sur ce sujet. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup poussé pour la constitutionnalisation. Bon, là, je pense qu'Emmanuel Macron n'aura jamais la marge de manœuvre politique de le faire passer en ce moment. Mais en tout cas, il l'a promis. Donc, on va voir. On cherche aussi, on a aussi un gros sujet sur évidemment l'éducation à l'égalité, au respect des enfants, et en particulier parce que le monde a changé. Alors nous, on souhaite qu'il y en ait plus à l'école. En fait, on souhaite juste que la loi déjà à l'école soit appliquée, parce qu'il y a une loi qui dit qu'il faut que les enfants aient au moins 3 cours d'éducation à l'égalité par classe d'âge, et en réalité, ils sont seulement, je crois, 10% à l'avoir. Donc déjà, si l'État pouvait juste respecter la loi, ce serait bien. Mais au-delà de ça, à part l'école, toutes les personnes ici qui côtoient des jeunes enfants ou des adolescents, vous voyez qu'en fait, il y a une vie parallèle qui est sur les réseaux sociaux, sur Internet, et qu'en fait, il y a énormément de choses qui se disent, qui se discutent et qui sont pensées, imaginées sur Internet, quoi. Et dans les choses, malheureusement, qui sont extrêmement vues sur Internet et par des très jeunes, c'est l'industrie pornographique. Pour nous, donc la France est le premier hébergeur, je crois, de vidéos pornographiques au monde, et ça fait partie vraiment des choses. Internet, c'est globalement de la pornographie, et puis par ailleurs d'autres choses. Mais globalement, c'est vraiment, voilà, la plupart des vidéos en ligne, quand on regarde de la bande passante, etc., c'est des vidéos pornographiques. Et en plus, on est sur une industrie pornographique extrêmement violente qui montre avoir des rapports extrêmement violents entre femmes et hommes. Et donc nous, il nous paraît important d'aborder ce sujet parce qu'il nous paraît illusoire d'avoir un cours en 3e qui dit dites donc, ce serait bien, voilà, alors la petite graine, et puis bon, vous êtes sûr qu'elle est d'accord, hein. Sauf qu'en fait, peut-être que le gamin, ça fait 3 ans qu'il regarde des vidéos extrêmement violentes sur Internet, et puis il va encore continuer à en voir. Et pour nous, le fait qu'un très grand nombre d'enfants aient accès très jeune à ce genre de vidéos explique pourquoi, et là si vous voulez des statistiques françaises, explique pourquoi la culture du viol progresse chez les plus jeunes. Oui, sauf que ce n'est pas seulement la France, hein. Là, on s'attaque au GAFA également, parce que ah oui, il n'y a pas de censure, il n'y a pas du après, tout de censure dans ce domaine. Il y a des choses qu'on pourrait faire en France qu'on ne fait pas. Oui, ça, c'est parce que la sacro-sainte liberté, mais alors je ne vois pas qu'est-ce que la liberté a à voir, le fait de protéger nos enfants
de vidéos qui sont à nouveau des vidéos de violence, de torture de femmes. Enfin voilà, c'est normal de les protéger de ça. En fait, surtout sur les jeunes cerveaux, et qui sont pas du tout en capacité de pouvoir tout à fait tout bien comprendre. Et puis surtout, ça pollue leur représentation de la sexualité, ça pollue leurs fantasmes, ça pollue leur capacité d'érotisation, de leurs rêves, enfin voilà, toute leur vie sexuelle et affective va être polluée par ces vidéos qu'ils auront vues. Et donc ça, c'est vrai que ça fait partie des choses dont on parle, parce que il ne faut pas qu'on se cache derrière notre petit doigt. Ça existe. Nos enfants les voient, donc il faut faire un truc, il faut vraiment faire quelque chose. Je vais vous laisser, je ne vais pas vous laisser continuer, parce que sinon on ne pourra pas débattre. Je pense que vous pourrez les réintroduire, vos propositions au cours du débat. Et donc, à moins que vous ayez quelque chose à ajouter, je propose qu'on demande à la salle d'intervenir sur tout ce que vous avez dit. Est-ce que Bruno peut passer le micro à madame, s'il vous plaît? Merci. Je pense que on a tout ce qu'il faut pour débattre ensemble pendant 3/4 d'heure. Oui, bonjour à vous trois, et particulièrement à vous, Michel Perrault. Oui, donc... et particulièrement à vous, Michel Perrault, car j'ai fait en 1976 une maîtrise avec vous. Et donc je suis... C'était à Paris 7, à Jussieu. Et donc j'en ai gardé un excellent souvenir. Et je suis depuis tout ce que vous faites avec beaucoup d'intérêt. Je ne sais pas, vous ne m'entendez pas peut-être? Ah bien. Donc s'il vous plaît, vous dites, posez votre question et je me permettrai de traduire. D'accord. Pardon? Ah, je me lève. Voilà. Alors donc, moi je suis féministe depuis les années 70, puisque j'ai fait partie du MLAC, du mouvement de libération des femmes. Et à l'heure actuelle, mon combat... Je vous demanderai d'être vraiment courte dans votre question. Oui, posez votre question. Minute. Et mettez s'il vous plaît, votre micro assez proche pour qu'on puisse entendre. Voilà. Là, comme ça? Oui. Comme ça. Bon, d'accord. Et donc, moi, mon combat à l'heure actuelle, enfin, j'ai applaudi vraiment ce qui s'est passé avec MeToo, parce qu'on est passé à une étape supérieure à celle qu'on avait déjà réalisée dans les années 70. Moi, mon combat à l'heure actuelle, c'est sur les mots. C'est-à-dire que je ne comprends pas la pudeur, la réticence que l'on a aujourd'hui à féminiser les mots, alors que tous les jours, on utilise des mots en anglais et ça pose aucun problème. Et j'ai entendu encore, il n'y a pas très longtemps, sur France Culture, une personne qui disait « Oh, autrice, j'aime pas trop ». Alors, moi, je dis simplement « Féminisons les mots ». Il faut. Et Daniel Salnave, qui est l'académicienne que vous connaissez, a dit « Il est temps qu'on entende, que l'on rende les femmes visibles ». Donc commençons par les mots. Parce que peut-être que tout le monde ne le sait pas, mais le fait que le masculin l'emporte sur le féminin, ce qu'on enseigne à nos enfants, que ce soit filles et garçons, ça n'a pas toujours été comme ça. C'est un académicien du XVIIe siècle qui a dit dorénavant, c'est le masculin qui l'emportera sur le féminin parce que le masculin est plus noble. Donc voilà, il y a des choses fondamentales qui... comment dire, les mots, c'est aussi la pensée, c'est aussi comment on pense. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est à quel moment, nous, les féministes, on va abattre, je dis bien abattre, la statue de Napoléon. Parce que quand même, la domination... Écoutez, est-ce que vous pouvez non, mais une la question, domination, deux secondes, la domination de l'homme sur la femme, elle est inscrite dans le code. Dont on a réussi à l'abattre que dans les années 70. Parce que c'était inscrit explicitement, la femme appartient à l'homme et l'enfant appartient au père. Donc, d'emblée, l'homme a un droit sur la femme qu'il ne considère pas comme son égal.
Est-ce que vous avez entendu la question? Êtes-vous Il y a quelque favorable chose- à la féminisation des mots? Féminisation des mots et la cancel culture, c'est-à-dire la destruction de tous ceux qui, dans l'histoire, ont contribué à rendre la femme plus facilement dominée par l'homme. Alors, la question On du file langage, vite fait. oui, c'est très important. Les mots, c'est très important. En ce qui me concerne, et là aussi, il peut y avoir plusieurs positions, mais enfin, les féministes sont assez d'accord. Féminiser tous les mots possibles, dans les professions, partout, hein, employer le féminin. Il n'y a pas de raison de ne pas employer le féminin quand c'est possible. Je dois dire que ça a été débattu, ça aussi. Par exemple, des femmes, qui étaient ni moins ni plus féministes que d'autres, disaient oh ben non, moi je ne veux pas que ce soit le féminin parce que, d'une certaine manière, ça dévalorise ma position. Je suis arrivé à une certaine position professionnelle, si c'est féminin, etc. Remarque très intéressante, parce que ça montre que le féminin continue, dans notre société, à être une marque de dévalorisation. Hein. Donc, et ça, là-dessus, il faut réfléchir beaucoup. Donc, féminiser absolument tout ce qui est possible, et ça va très loin. L'écriture inclusive, eh ben, moi, personnellement, ça me gêne un peu, parce que je trouve que ça coupe la langue, ça la rend moins fluide, etc. Mais il faut regarder ce qu'écrit une femme comme Eliane Viennot, V-I-E-2-N-O-T, qui est une spécialiste de ces questions, hein, qui a beaucoup réfléchi là-dessus et qui propose des solutions élégantes pour, en effet, féminiser le langage. Donc, c'est une question qui, en effet, demande réflexion sérieuse, certainement. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou une réaction peut-être? Non, mais sur l'écriture inclusive, moi, ce que j'adore, c'est voir à quel point ça rend les gens fous, quoi. Et non, mais par exemple, lorsque le maire de Pantin a mis un E à Pantin, bon, effectivement, c'est pas ça qui va changer le monde. Mais ce que j'ai trouvé fou, c'est à quel point les gens, mais beaucoup de gens, étaient hyper énervés par ce E. Et le lendemain, il y a des gens qui sont venus endommager le casser. Ah, le E de Pantin. C'est un E, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas mort d'homme, comme dirait l'autre. Et donc, alors, et un autre truc donc, sur l'écriture inclusive, je vous juste un petit partie. Éric Orsena, académicien, répétait en 2016 une phrase prononcée 30 ans avant par un de ses prédécesseurs à propos de l'écriture inclusive. Dans écrivaine, on entend veine. Lorsqu'une journaliste lui demanda alors s'il n'entendait pas vin dans écrivain, il répondit, quelque peu embêté tout de même, on l'entend moins. Bon, enfin, ça, c'est pas l'écriture inclusive, c'est la féminisation. Non, alors attention, l'écriture inclusive comprend tout ça. En fait, l'écriture inclusive, c'est de rendre visibles les femmes lorsqu'elles sont là. Donc, en fait, on peut être dans l'écriture inclusive si on dit citoyen, citoyenne. C'est l'écriture inclusive. On n'est pas, ça peut pas forcément. C'est pas la même chose citoyen, que les points qui s'intercalent entre les trucs. C'est comme on veut. Mais je veux dire, c'est aussi ça l'écriture inclusive. Donc effectivement, il y a le point médian et le E, qui est une nouvelle manière d'écrire les choses et qui rend effectivement la lecture un peu plus difficile pour les personnes qui ne sont pas habituées et je crois aussi pour les personnes avec des déficiences visuelles. Mais en tout cas, si on veut féminiser et rendre visible le féminin, on peut le faire d'une autre manière, qui est de choisir plutôt des mots neutres quand c'est possible, plutôt des mots féminins quand c'est possible, et puis juste les rendre visibles, citoyens, citoyennes, par exemple. Moi, le président de la République ne dit jamais citoyenne. Je ne sais pas si vous avez remarqué. Non. Jamais. Je ne savais pas qu'il disait citoyen. Mes chers citoyens, mes chers concitoyens, pardon, il dit concitoyens. Ah ouais. On renvoie dans la salle, toujours. Oui. Pour continuer dans l'histoire des noms, vous dites des mots neutres, mais la langue française n'a que le féminin et le masculin, on n'a pas le neutre comme nos amis allemands, mais surtout on a un péché originel, c'est que l'être humain est désigné par homme. Il est là le problème en France, on a cette difficulté-là.
L'homme, en allemand, vous avez l'homme de genre Sie sind ein Mann, der Mann, die Frau, et die Menschen, les hommes en général, le genre humain en général. Alors c'est donc un peu compliqué. Mais ça, je pense que il y a mille et une raisons et on peut changer. Ça peut se pompière, c'est tout à fait amusant. Bon. Mais il faut dire aussi qu'autrefois, la générale était obligatoirement la femme du général. La préfète était l'épouse du préfet. Non mais ça c'était. Par exemple, le secrétaire d'État. Bon, on en fera jusqu'à après-demain. Moi, il y a un problème quand même qui me hante depuis très longtemps. Nous, Madame Perrot et moi, nous n'avons connu que des classes séparées. Moi, à l'école, je n'ai vu apparaître des garçons dans ma classe qu'en terminale. Et attendez, dans des conditions, si vous connaissez Besançon, les filles, on était tous internes, on habitait à 2,4 km de l'école où on faisait Mathelem, où il y avait des filles et des garçons. Eh bien, comme ça aurait empêché les hommes de digérer, eh bien, nous partions à midi faire nos 2,4 km dans un sens et on revenait avec les 2,4 km pour ne pas être avec eux. Alors, ce qui m'étonne, c'est que aujourd'hui, tout le monde a été dans des classes mixtes. Eh bien, la détestation, quelquefois, les difficultés, ce qu'on entend du harcèlement, mais c'est une pure horreur. On n'a pas l'impression que ça a fait progresser la connaissance entre les hommes et les femmes. Est-ce que vous pourriez poser votre question? Eh bien, je vous demande si vous avez des explications, compris, si ce phénomène, la mixité, a été étudié. Parce que les Allemands ont même fait une chose, ça me concernait en physique, dans les classes allemandes, on a décidé que les TP ne seraient pas mixtes pour que les filles puissent s'épanouir. La question de la mixité est une question très importante. Bon, je ne suis pas sûre qu'on soit tout à fait d'accord toutes les deux. Dans ma génération, bon, mettons, on redoutait d'être enfermé dans le féminin. Voilà. Hein. Le féminin était moins bien, il y avait des obstacles. Finalement, les femmes ont dû se battre pour franchir les frontières, notamment de l'espace public, dont on parlait tout à l'heure. Hein. Et par conséquent, être enfermé dans le féminin paraissait un petit peu comme une prison. Hein. Et on revendiquait finalement la mixité. Moi, je sais que j'ai été élevée, enfin entre guillemets, instruite plutôt, dans un collège religieux, avec des religieuses et que des filles. Et après le bac, j'étais absolument ravie d'aller à la Sorbonne. Hein. C'était un monde mixte, des garçons, des filles, pas beaucoup de professeurs femmes. Il y en avait très peu. Dans les années d'après-guerre, il y en avait vraiment très peu. Et moi, quand j'ai été recrutée comme assistante, j'étais toute seule. Mais du coup, on voulait avoir ce qu'avaient les hommes. Parce qu'on voulait avoir ce qu'avaient les hommes, on aspirait, en définitive, davantage à un monde mixte. Alors c'est vrai que vous abordez en partie la question, on peut se poser la question des effets de la mixité sur les rapports entre les sexes. C'est une vraie question. Comment est-ce que, en définitive, puisque maintenant on a quand même presque une génération qui a vécu la mixité, qu'est-ce que ça produit ? Comment est-ce que ça a été vécu, etc., etc. Hein, et où est-ce qu'on en est maintenant ? Et peut-être que Anne-Cécile a des choses à dire là-dessus. Mais c'est une vraie question, absolument. Oui. Alors sur la mixité, en fait, la mixité en soi n'est pas le remède. En fait, il faut plusieurs choses pour réussir à aboutir à une société de l'égalité. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce qu'on souhaite à terme, c'est que, et moi c'est ce que j'aimerais, c'est que filles ou garçons, tout ça, en fait, on s'en fiche. On est des êtres humains, des individus, et il y a énormément de choses qui, moi, me font me sentir très différente d'autres femmes, et énormément de choses qui me font me sentir très proche de certains hommes. Et finalement, le sexe, là-dedans, enfin, moi, en gros, mon utérus, je l'ai utilisé 2 fois dans ma vie.
2 fois 9 mois. Le reste du temps, je me sens plus humaine avant tout que femme. Donc nos différences sexuelles, moi je ne pense pas que les différences sexuelles font que nous sommes des humains complètement différents. Donc, par contre, la mixité, si effectivement on est dans une société très inégalitaire avec beaucoup de stéréotypes et beaucoup de violence, effectivement, vous mettez deux sexes dans un même endroit, il va se passer des choses qui ne se passeraient pas s'ils étaient séparés. C'est pour ça, par exemple, que nous, on plaide beaucoup pour l'hébergement non mixte pour les femmes victimes de violences, etc. Oui, mais je veux dire, c'est la continuation de ça. Il y a des moments où c'est très important la non-mixité, parce que surtout, tant qu'on n'est pas arrivé à une société de l'égalité, effectivement, la mixité amène des défis, des challenges, mais je pense que c'est quand même, pour les garçons aussi, c'est très important qu'ils apprennent à jouer avec les filles. C'est très important qu'ils se rendent compte que les filles ne sont pas des individus hyper bizarres d'une autre planète et que finalement, pour lutter contre la misogynie, ce qu'il faut faire, c'est travailler à créer l'empathie chez nos garçons. L'empathie, l'amitié avec les filles, ça c'est des sentiments hyper importants qu'il faut absolument qu'on développe chez nos garçons. Cela veut dire que les stéréotypes dont vous parlez, en fait, ils sont inculqués dès le début. C'est au niveau de l'éducation que ça se passe lorsque l'enfant va à la maternelle. C'est déjà à ce moment-là que ça se passe, non ? Puis dans les familles, à la télé, bien sûr, oui. Sur les réseaux sociaux. Oui, bien sûr. Oui, en fait, c'est exactement la question que je voulais poser. À propos de l'empathie, on a vu passer dans la presse une description de mesures éducatives qui sont utilisées au Danemark, et en particulier entre 6 et 16 ans, les Danois ont 1 heure par semaine sur l'empathie. Et donc je voudrais savoir si vous avez votre avis là-dessus. Est-ce que vous savez si ça a un effet au niveau des attitudes, des relations filles-garçons, et à mon avis, ça devrait en avoir en fait, mais bon, ça demande à être vérifié. Je ne savais pas qui faisait ça, mais c'est intéressant, oui, il faudrait regarder les résultats. Allez-y. Non, mais je sais pas, je connais pas les résultats et je ne savais pas qui faisait ça au Danemark, mais c'est intéressant, il faudrait regarder. Parce que 1 heure par semaine pendant 10 ans, c'est pas mal. Non, c'est vachement bien. Absolument. Non, mais toutes les expériences sont... Moi, je ne la connais pas non plus, cette expérience-là. Je devrais peut-être. Hein. Mais oui, je pense que de toute manière, dans les pays anglo-saxons, mettons, il y a plus de tentatives éducatives pour l'égalité des rapports entre les sexes. Voilà, savoir, peut-être faire davantage de choses dans l'école. Alors, l'école française, l'école primaire française, il y aurait beaucoup à dire là-dessus, parce que, d'une part, il y a énormément de femmes parmi les enseignantes. Hein. À la limite, j'allais dire, je vais peut-être vous provoquer un peu, il y en a presque trop. Vous voyez ce que je veux dire ? Je pense que la mixité, la parité, alors là, plutôt la parité, c'est un très bon principe, qu'il y ait beaucoup plus de femmes en sciences, par exemple, hein, beaucoup plus de mathématiciennes, beaucoup plus de physiciennes. Voilà, moi je pense que les filles doivent se battre pour ça. Hein. Si elles ont envie de faire ça, bien entendu, si elles ont les capacités, c'est évident, mais ne pas renoncer à des domaines de savoir parce qu'ils seraient plus masculins que féminins. D'autre part, dans l'exercice de la profession d'enseignant, c'est vrai que c'est un monde qui est très féminisé. Et il est très féminisé pour des quantités de raisons, mais notamment parce que, justement, il est un peu dévalorisé, on ne gagne pas assez d'argent, etc., etc. Voilà. Hein. Bon, eh bien, il faut souhaiter que ça change dans les conditions et qu'il y ait davantage d'hommes. C'est clair que les petits garçons voient pendant leur scolarité uniquement des femmes, ça ne me paraît pas si bien que ça. Voilà. Autrement dit, vous voyez, je suis pour une mixité paritaire, hein, qui font
que les obstacles soient franchis dans les deux cas et qu'il n'y ait pas de réserve dans les deux cas. Ceci dit, toutes les expériences sont bonnes à prendre et nous devons en effet nous informer davantage de ce qui se fait dans les écoles anglo-saxonnes, par exemple. Alors, juste une intervention, vous parliez de se oui, battre. d'accord. Je trouve ça justement très intéressant parce que Parlez plus fort, s'il vous plaît, parce que... vous parliez à l'instant de se battre pour obtenir des métiers un peu différents et pas que les enseignants, enfin pas que les enseignantes, mais je pensais à se battre aussi. Est-ce que vous avez abordé l'histoire de la défense des femmes? C'est-à-dire qu'en fait, un homme doit être viril, une femme doit être féminine, donc elle ne se bat pas. Et d'ailleurs, les hommes qui ne se battent pas, ce sont des... enfin, je ne dirais pas ce que c'est, mais enfin, en général, on les méprise. Enfin, il y a une caricature comme ça. Et moi, je pense qu'on pourrait aussi apprendre aux filles à se battre et à se défendre. Pas se battre pour se battre, mais apprendre aussi à se défendre. Parce que dire non, c'est une chose. Faire non, c'est aussi autre chose. Et en général, c'est assez efficace. Voilà, c'est juste un aspect que je voulais soulever. Alors là, C'est pas vraiment une question, mais... Enfin, peut-être... Votre question à laquelle je ne répondrai pas, puisque je souhaite que Anne-Cécile ou Michel répondent, me fait rebondir. Parce que, dans le fond, effectivement, les femmes doivent se battre, mais c'est un peu ce qu'on reproche aux hommes. La violence, la bagarre, etc. Donc, de quelle lutte, quel moyen, voilà. Est-ce qu'une femme au pouvoir serait aussi violente que les hommes? Est-ce qu'elle... Non, je parle mais même la violence en politique, par exemple. Il y a eu très peu d'exemples de femmes politiques qui ont gouverné, mais je ne suis pas sûr qu'elles aient apporté beaucoup plus de... Ah, pardon. D'accord. Bon. Oui, mais... Et ça, ce serait très très bien, effectivement, des cours de self-défense. Mais après, ne serait-ce que juste également des cours sur ces sujets, quand on sait le nombre d'enfants qui sont victimes de violences sexuelles, c'est fou qu'on n'en parle pas du tout à l'école. Mais bon, ça, ce serait vraiment une très bonne chose. Après, sur la violence, les femmes peuvent être tout à fait violentes. Après, je pense que c'est... Pour moi, ça n'est pas biologique, la violence. En fait, c'est vraiment, ça fait partie de cette construction sociale qui pose qui hiérarchise les sexes. Et donc, et le sexe masculin, on apprend beaucoup plus aux hommes à se battre. Et d'ailleurs, pour finir ce que vous disiez tout à l'heure, je ne sais pas comment appeler un homme qui ne sait pas se battre. En fait, on l'appelle une femmelette. Donc, vous voyez qu'en fait, on l'appelle une femme. Donc ça montre bien que c'est intrinsèque au masculin. En fait, il y a des choses qu'il faut savoir faire pour être un vrai homme. Et dans les choses qu'il faut savoir faire, c'est effectivement, il faut savoir se battre, se défendre. Voilà. Oui, moi, à propos de la violence, c'est au fond, quand on y réfléchit, c'est assez simple. La violence, c'est viril. Et d'une certaine manière, un homme violent, bon, peut-être il va trop loin, mais il est dans la lignée de son éducation, de son prestige, etc. Il n'y a pas une réprobation si forte, certes dans nos sociétés maintenant, mais dans les sociétés d'autrefois, pas tellement. Il faut bien voir ça. Quand on fait l'histoire de la violence autrefois, on s'aperçoit qu'au contraire, l'homme qui n'est pas très réactif, très violent, on va le traiter d'efféminé. Donc, il y a une culture virile de la violence, d'un côté. Par contre, une femme qui est violente, elle contredit ce que doit être, ce que devrait être sa fameuse nature. Une femme, c'est doux, c'est gentil, c'est maternel, etc., etc. Et il y a donc des constructions, en effet, des constructions genrées
de la violence différentes pour les sexes. Et ces cultures, ces représentations sont tout de même importantes, même si aujourd'hui on les déconstruit, etc., etc. Parce qu'il y a une espèce de, j'allais dire, autorisation, voire célébration d'une certaine violence virile, hein, et une condamnation de la violence féminine. Ça, je crois que c'est quelque chose auquel il faut réfléchir, c'est important. Alors, merci beaucoup de me donner la parole. Bon, moi, je suis mathématicienne, Colette Guillopé, féministe des années 70, depuis très très longtemps. Je voudrais simplement dire qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire. La mixité, l'éducation à la mixité, enfin bref, ça se fait. Enfin, on fait n'importe quoi dans les classes. Enfin, l'éducation nationale fait n'importe quoi. Elle ne tient pas du tout compte du fait qu'il y a des garçons et des filles. Et par ailleurs, j'ai entendu, bon, par rapport à la violence, bah attendez, il faut changer les femmes, c'est ça ? C'est pas possible. Il faut changer les hommes et les femmes. Enfin, c'est pas possible. C'est quoi cette histoire-là ? Il faut que les femmes soient aussi violentes que les hommes. Bien sûr, il faut qu'elles sachent se défendre. Et quand on dit qu'elles s'autocensurent, que ceci, que cela, qu'elles vont pas vers telle discipline, mais c'est la société qui leur donne toutes ces indications. C'est tu seras pas mathématicienne, ma fille, tu iras faire de l'histoire, oui, d'accord, tu iras, bon, etc. Quoi. Bon, je suis un peu extrémiste. Et alors, ce qui me frappe quand même par rapport à tout ce que j'ai entendu, et c'est un peu ma question, c'est toute cette violence, tout ce que nous avons vécu, eh bien, c'est pire maintenant. J'ai l'impression que c'est pire pour les jeunes. Alors, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il y avait à peine la télé, moi, j'avais pas la télé, etc. Quoi. Donc, on était beaucoup peut-être préservés, mais c'est pire, c'est incroyable, quoi. Et puis, dans le monde, c'est des guerres partout. Hein. C'est sans arrêt que ça fait des guerres. Et c'est pareil dans les familles, c'est partout pareil. C'est dramatique. Moi, je suis extrêmement pessimiste. Je me demande justement, alors évidemment, l'éducation de tout le monde, pourquoi est-ce que c'est pas fait à l'éducation nationale ? Enfin, bref, voilà. Voilà. Pourquoi l'argent, 1 milliard, c'est rien du tout. Merci. Est-ce que c'est pire ou est-ce que c'est plus connu ? Pardon ? Demande si c'est pire ou plus connu. Voilà, j'allais répondre sur ce point. C'est évidemment une question très difficile. Si l'on prend la France, par exemple, je ne crois pas que la société française soit plus violente maintenant qu'elle ne l'était, mettons, au XIXe siècle. Alors là, je ne crois pas. Les statistiques, par exemple, montrent qu'il y a moins d'homicides. On règle quand même moins ces querelles en tuant l'autre, naturellement. Il y a quand même des médiations. Je ne crois pas vraiment que la société française soit plus violente qu'elle ne l'était autrefois. Ça, franchement, les statistiques ne le montrent pas. Par ailleurs, c'est vrai que les seuils de tolérance ont changé. Si l'on reprend la question de la violence sur les femmes, hein, il était admis, ça nous scandalise même maintenant, au XIXe siècle, qu'un père de famille, si sa femme n'est pas une bonne ménagère, ne fait pas absolument ce qu'il faut, bon bah, une taloche, ça va, hein, on peut y aller. Il y avait une tolérance sur la violence employée par les hommes sur les femmes qui était considérée comme, dans une certaine mesure, il ne fallait quand même pas aller trop loin, mais quasi normal. C'est quelque chose que nous n'acceptons plus. Hein. Et heureusement, je pense malgré tout qu'on poursuit davantage, on voit davantage. Par exemple, la violence privée, dans le privé. Pendant très longtemps, la justice s'était faite pour régler surtout les choses publiques. Le privé, on ne va pas y voir. C'est justement le père de famille qui est chargé, au fond, par le Code civil, tous les pouvoirs au père, par l'État, de gérer la société civile. Et de ce point de vue-là, ça veut dire aussi que les femmes n'osaient pas porter plainte. Comment voulez-vous qu'une femme
porte plainte dans ces conditions. C'est pas possible. Donc, je crois qu'il y a des changements, qu'il y a une prise de conscience, et que, d'une certaine manière, le fait qu'on en parle plus, c'est pas qu'il y en a plus, c'est qu'on le réprouve davantage. Hein, il me semble. Oui. Je pense qu'effectivement, il n'y a pas si longtemps, les femmes étaient battues même publiquement et personne ne disait rien dans les villages ou un peu partout, oui, aussi. Dans les campagnes, oui. Enfin, dans les villes aussi, j'imagine. Non, mais après, je pense qu'il y a des nouvelles formes de violence. Oui, aussi. Ah, c'est bon. En fait, il y a des nouvelles formes de violence. Je pense qu'il y a deux dynamiques. Il y a des choses qui, pour moi, sont des violences que sont l'extension du domaine du marché, l'extension du libéralisme qui produit en fait quand même aussi beaucoup de nouveaux effets qui me paraissent être des choses qui peuvent s'apparenter à des violences contre les individus et en particulier les plus vulnérables et les plus fragiles et donc les femmes et les enfants. Il y a cette formidable chose qui est Internet qui quand même développe des nouvelles formes de violence. Alors c'est la même origine, hein, la domination des hommes sur les femmes et les enfants, mais c'est vrai qu'il y a des nouvelles formes de violence et en particulier sexuelles qui sont absolument complètement, je ne sais pas comment dire, abjecte, quoi. J'ai même pas de mots pour dire à quel point c'est atroce. Et ça, je pense qu'effectivement, ça devait pas forcément exister comme ça avant, c'est sûr, sans ces moyens techniques, on va dire. Donc, en fait, c'est ce que moi j'ai l'impression, c'est qu'en réalité, le patriarcat, il est fluide, il se recompose un peu sans arrêt et il utilise un peu les nouveaux outils, les nouveaux instruments. Et quand j'ai l'impression qu'on arrive un peu à le chasser d'un côté, hop, puis il repasse par l'autre côté et il arrive un peu différemment. Et c'est pour ça qu'en fait, quand je crois que c'est Simone de Beauvoir, on attribue à Simone de Beauvoir cette citation, c'était « Vous devrez vous battre votre vie durant ». Et en fait, je le comprends un peu mieux maintenant. Je ne comprenais pas avant, je me mais comment ça, il y a bien un jour quand même où il y aura l'égalité. Et en fait, j'ai quand même l'impression que voilà, il y a quand même un rapport de force, une dynamique entre les femmes et les hommes qui fait qu'on est voilà, entre ces deux classes, qu'on est comme ça, quoi, et qu'en fait, même si des fois on pousse un peu d'un côté, mais ça repousse, et donc en fait, c'est vrai que c'est un peu infini, et du coup que voilà, les violences elles se reconfigurent et qu'elles peuvent paraître. Après, il y a un autre niveau de violence aussi, hein, qui est la violence vis-à-vis de notre écosystème en général. Mais ça, je pense que c'est et les femmes font partie de tout ça. Moi, je trouve que c'est très intéressant l'écoféminisme, par exemple. Justement, de lier aussi ce qui se passe par rapport à notre planète, ce qui se passe par rapport aux femmes, ce qui se passe par rapport aux enfants, et essayer de montrer qu'en fait, il y a une sorte de dynamique prédatrice qui est en train, effectivement, de détruire. Et ça, tout ça, ce sont des violences qui sont terrifiantes. On voit ce qui se passe sur les corps des femmes, des enfants et sur la planète, et on se dit, et les corps même des hommes les plus vulnérables, parce qu'en fait le patriarcat il est aussi violent vis-à-vis des perdants du patriarcat. Donc on voit ce qui se passe par rapport aux hommes migrants, par rapport aux hommes handicapés, voilà, tous ceux qui ne sont pas les mâles alpha, en fait tous les perdants, ils sont aussi extrêmement ils souffrent aussi dans ce système-là qui est effectivement très très violent. C'est un thème que l'on rencontre, oui, lutte des sexes, lutte des classes, lutte anticapitaliste, etc. C'est un thème, enfin c'est un peu ce que vous évoquez qu'on retrouve de temps en temps. Moi je pense que c'est très important de les lier parce qu'en fait si on fait remonter, et pour revenir un peu au début de la discussion, quand on s'interroge sur le pourquoi il y a ces inégalités entre les femmes et les hommes, ce que disait Françoise Héritier, c'est qu'en fait probablement qu'au moment de la préhistoire, les hommes se sont rendus compte, schématiquement, les hommes se sont rendus compte que les femmes produisaient les enfants, qu'elles faisaient du même et du différent, et que c'était un peu lié au rapport sexuel. Et du coup, ils se sont dit, hop, 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 il faut que je m'accapare ça parce qu'elles produisent mes fils. Surtout qu'on ne sait pas qui est le père. Bah oui, donc il faut, en tout cas, il fallait, c'est un truc un peu magique, un peu formidable quand même, et donc du coup, il fallait avoir main mise sur ça. Et d'où la séparation femme-homme
D'où la hiérarchisation des sexes, d'où la valeur qui a été donnée, une valeur différente au féminin et au masculin, avec cette hiérarchie entre le féminin et le masculin. Et à partir de là, cette prédation, ce contrôle et cette dynamique-là, on voit qu'elle s'étend, elle est sur les femmes, elle est sur les enfants, et elle s'étend. Et moi, je pense que, voilà, elle utilise tous les outils pour s'étendre. Merci. Michel, vous voulez ajouter quelque chose? Deux ou trois petites remarques comme ça. Moi, je ne crois pas que c'était mieux avant. Voilà. Hein. Franchement, quand on fait l'histoire des siècles passés, c'est franchement pas un chemin de rose du tout. Hein. Ce qui ne veut... Comment? Le 19e pour les femmes. Ben, bien sûr. Même et pour les avant, enfants, bon, dans les mines à 10 ans. Ce qui ne veut pas dire que c'est bien maintenant, évidemment. Et ce qui ne veut pas dire que ça juge de l'après. Et quelqu'un... Une dame tout à l'heure parlait des guerres. Oui, moi je suis comme vous, je suis effrayé de voir la guerre en Ukraine et de voir par exemple Taïwan. Il y a en effet des points chauds dans le globe où la guerre est là ou risque de reprendre, et avec les guerres, il y a une remilitarisation de la société forcément, puisqu'on va donner... Et on ne peut pas reprocher aux gouvernants de fermer les yeux sur une situation géopolitique compliquée. C'est effectivement compliqué. Mais du coup, la dépense, en effet, est beaucoup plus grande pour les armées que pour la cause des femmes. Bah oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, c'est vrai que actuellement, du point de vue géopolitique, du point de vue de l'Europe, du point de vue du monde, il y a une anxiété véritablement importante. Alors, le rôle des femmes dans tout ça, ce n'est pas simple. Parce que on a eu tendance, dans les discours d'autrefois, à dire « les femmes, c'est la paix, les femmes, c'est la douceur, etc. etc. » Bon, les femmes, elles sont affrontées aussi, comme les hommes, aux problèmes géopolitiques d'aujourd'hui. Et elles ne peuvent pas donner comme réponse uniquement la douceur, etc., etc. Donc c'est compliqué, d'un côté, d'essayer tout de même de maintenir l'idée d'une lutte contre la violence, contre la militarisation, etc., et d'un autre côté, d'être lucide. Oui, tout ça est compliqué. Je pense qu'il est le temps passe. Je vais prendre une dernière question, si vous voulez bien. Pardon? Il y a une personne là qui va... Allez-y. Sur la préhistoire, il y a des choses qui sont en train de changer avec des découvertes et des choses comme ça, vraiment très préhistoire, où il semblerait que les femmes et les hommes aient des comportements beaucoup plus proches sur le plan technique et autres. On se demande si si l'art aussi n'était pas pratiqué, y compris sur un mode qu'on peut imaginer religieux, par exemple, par des femmes, alors que jusqu'ici, de toute façon, on imaginait uniquement les hommes. Et puis la biologie joue aussi, parce que dans les sociétés de cueilleurs, entre autres, les femmes limitent les naissances. Il y en a beaucoup moins que dans une famille sédentarisée. Beaucoup moins. C'est 4-5 ans de différence de l'un à l'autre. Des choses comme ça. Donc j'avais envie de souligner ça. Et d'autre part aussi de questionner, au fond, comment on analyse et comment on travaille sur les stéréotypes de genre. Par exemple, à l'école. À l'école, j'ai été surprise de voir que le jouer à la corde, à sauter, n'existe plus. Or, après, il y a des champions qui sautent à la corde pour s'entraîner. Bon, donc on n'a pas su créer ce lien-là, par exemple. Quand on fait des jeux collectifs, c'est souvent, on les organise filles contre garçons. Mais c'est débile. Enfin, on renforce les choses. Voilà. J'avais des Merci. réflexions de ce...
Alors Patou Matisse, elle contredit pas du tout Françoise Héritier. Hein. Patou Matisse, elle contredit pas Françoise Héritier. Hein. Ah. Il y a des moments. Hein. Ouais. Il y a un continuum de violence, mais il n'y a pas forcément un continuum dans l'histoire. Je vous remercie pour cette précision, mais effectivement, l'histoire continue. L'histoire continue, l'histoire de la lutte des femmes n'est pas terminée. Je vous remercie pour ce que vous avez dit. Je pense que maintenant, l'heure a malheureusement avancé. Ce débat a été extrêmement intéressant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais juste que Anne-Cécile précise le contenu de ces brochures ça, qui sont là. Ils sont gratuits, hein, prenez-les, j'ai un Ils stock sont à écouler. gratuits et vous trouverez explicité voilà. les 10 propositions. Ah oui, et à côté, il y a les petits flyers faites. de la Fondation des femmes si vous voulez faire un don aussi. Mais en tout cas, les livres sont gratuits. Voilà. Merci Michel Perrault Merci à vous. Merci pour à vous. cette participation. Merci à Cécile. Merci. On vous souhaite un bel été et donc rendez-vous à la rentrée avec Alain Aspect.